Alors, 3 propositions clés, ça va être compliqué de me limiter. Je vais juste commencer par résumer ça sous l'aspect financement. Ce qui nous semble, à nous, la FIRIP absolument capitale, et le nerf de la guerre, c'est le financement. Alors, financement, 3 volets, après les 3 propositions clés. Une, côté État, globalement, côté mission THD, une côté collectivité locale, et la dernière côté industriel. Et quand je dis industriel, c'est industriel au sens large, c'est à la fois ceux qui commercialisent les services que les opérateurs de gros, sans parler de tous ceux qui déploieront l'ensemble de ces réseaux. Alors d'abord, côté mission THD et côté État, on a tous en tête les fameux 900 millions d'euros du grand emprunt. On sait tous qu'ils sont déjà, alors pas consommés, mais engagés. Qui sont déjà engagés. Alors j'ai lu, et ça, comme la mission THD doit nous dire quelques mots en conclusion, je serais heureux de les entendre sur ce sujet-là. J'ai lu, mais j'ai jamais entendu. J'ai lu dans un article, il y avait 2 articles, il y avait les Échos et la Tribune, qui nous a expliqué que les 700 millions du volet A, qui étaient du prêt, seraient transférés en subvention. C'est une vraie grande nouvelle, sauf que, hormis ces 2 articles, j'ai jamais rien entendu concernant ce sujet-là, et qui est quand même un sujet de fond, puisque je vous rappelle que le fameux fonds sans fond, est toujours sans fond. Donc, comment finance-t-on le FANT ? Ça reste une vraie question, d'autant plus qu'il n'a échappé à personne qu'il était question d'utiliser les subsides en provenance de la licence dite Bouygues Télécom. Et quand on a entendu ce qu'on a entendu ces derniers jours, il y a de quoi être inquiet sur les subsides en provenance de cette licence. Donc ça, c'est le premier point côté État. Côté collectivité locale, donc il y a naturellement les prêts réglementés, le livret A, qui est une vraie bonne nouvelle. Christophe Jeanter nous en rappelait les modalités. Il y a des milliards à disposition, néanmoins ce sont des prêts, il faut les rembourser. Ça règle pas tout, loin s'en faut. Ensuite de ça, alors là, beaucoup plus pragmatique, et là, Sébastien, j'espère rentrer dans les propositions concrètes, comme tu nous l'as demandé. Il y a quelques sujets qui sont très techniques, mais qui favoriseraient énormément la problématique pour les collectivités locales, et je laisserai les élus qui sont à ma gauche en parler certainement mieux que moi. Il y a d'abord le sujet des IRU. Alors, vous savez tous dans la salle ce que c'est qu'un IRU. Vous savez pas ce que c'est qu'un IRU? C'est grosso modo, vous louez sur une durée très très longue une paire de fibres optiques, sur 15 ans. Alors l'acronyme Indivisible Right of Use, en français dans le texte. C'est un droit d'usage irrévocable. Et donc ces IRU posent un vrai problème, puisque dans les IRU de première génération, ils étaient intégrés dans l'investissement sans aucun état d'âme. On n'en parlait pas, ou très peu. Effectivement, on faisait fi et on ne cherchait pas à comprendre, et on mettait ça dans le pot commun des investissements, et c'était financé comme le reste. Voilà que certains préfets tatillons ont levé le doigt en disant attendez, les IRU, ce n'est pas de l'investissement. Et c'est hors de question que vous me financiez ça en investissement, c'est du frais de fonctionnement. Ce qui change énormément la donne, puisqu'à chaque fois qu'on réutilise des infrastructures existantes, 9 fois sur 10, on le fait sous forme d'IRU. Deuxième sujet, l'affermage. Alors l'affermage, il n'a échappé à personne que la mission THD a clairement orienté vers ce modèle, et que du coup on le voit qui se duplique, j'allais dire à l'infini, en conception-construction suivi d'une délégation de service public sous forme d'affermage. Et l'affermage pose un souci qui est le suivant, et quand je discute avec mes membres opérateurs d'opérateurs, ils sont tous unanimes sur le sujet, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait un investissement qui, comme vous avez vu les chiffres tout à l'heure présentés par Gilles Quinquennel, sont quand même colossaux, mais quand vous divisez cet investissement par un certain nombre d'annuités, quand bien même vous prenez la durée la plus longue possible, soit 40 ans, vous arrivez sur des annuités qui sont très très élevées. Et ça pose un vrai problème au démarrage parce que ça ne colle pas au modèle économique. Puisqu'on a tous bien compris, notamment avec la première table ronde de la matinée, que les recettes allaient décoller lentement. Et idéalement, il faudrait que la redevance colle à ce décollage lent. Et ce n'est pas le cas parce que la collectivité est obligée de diviser son investissement par un certain nombre d'annuités. Et du coup, si ce n'est pas équilibré, puisqu'un budget de collectivité doit être équilibré, par essence,
Ça veut dire que la collectivité locale est obligée de remettre au pot pour compenser sur les premières années. C'est-à-dire que non seulement elle a payé l'investissement, mais en plus de ça, on lui demande de refaire un effort supplémentaire. C'est une hérésie totale. Demandons à l'État de régler cette hérésie. Je veux dire, l'État a toute légitimité pour le faire. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de l'avis de l'Europe pour faire ça. Ce n'est que mon avis, il faudrait demander aux spécialistes. Mais ça me semble assez simple que de régler ce problème-là. Autre problème que tout le monde connaît dans cette salle, FTTO. FTTO en zone conventionnée. Il est interdit. Alors, je ne l'ai pas encore vu écrit, mais j'ai compris que tous les dossiers, notamment les dossiers récents présentés à la COCOF, se voient opposer le fait que tout site en FTTO en zone conventionnée, quand bien même il n'est pas subventionné, ne peut pas faire partie du projet de la collectivité locale. Hérésie la plus totale. C'est-à-dire que non seulement les zones dites conventionnées aujourd'hui, nos anciennes zones amies, ont été préemptées et sorties du giron des réseaux d'initiative publique, les zones rentables, hein. Et maintenant, on vient expliquer qu'une collectivité locale qui a des sites, par essence, elle a des sites en zone conventionnée, et là, c'est quand on s'appelle département, par définition, elle a des collèges, elle a des SDIS, j'en passe et des meilleurs. Si elle ne peut pas les raccorder ses propres sites en zone conventionnée pour ensuite pouvoir y offrir du service sans subventionner, en agissant en investisseur dit avisé, c'est quand même, de mon point de vue, assez scandaleux. Et là encore, il me semble assez simple. Alors, je sais bien qu'il y a des réglementations européennes, je sais bien qu'il y a tout un sujet qui est parfaitement d'actualité en ce moment, puisque c'est en ce moment que ça se joue pour la demande à l'Europe permettant de subventionner nos réseaux d'initiative publique de deuxième génération. De grâce, battons-nous pour que le FTTO puisse être, encore une fois, sans subvention, partie prenante de nos réseaux d'initiative publique. Donc voilà pour le volet collectivité locale. Troisième volet, concernant essentiellement les opérateurs d'opérateurs, les grossistes, et également, mais dans une moindre mesure, les opérateurs de services. Et c'est Christophe Jeanter qui le rappelait tout à l'heure. Vrai souci pour attirer des financements, qu'ils soient bancaires ou qu'ils soient fonds d'investissement. Alors bancaire, j'en parle pas, hein, un banquier de prêt de corrige, donc ça voilà, vous mettez ça de côté. Un fonds, en revanche, un fonds d'investissement, il est prêt à prendre un peu plus de risques. C'est pas forcément le cas des fonds d'infrastructure. Néanmoins, le fonds d'infrastructure prend quand même beaucoup plus de risques qu'un banquier. Mais pour qu'il prenne du risque, ben, il faut lui sécuriser au moins une partie de son risque. Et c'est tout le sujet, et Christophe l'a dit, il a été très clair, il a dit, ben, le sujet c'est bien le doublement des réseaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez deux boucles locales en pleine concurrence, comment voulez-vous sécuriser un business plan? Sujet de l'extinction du cuivre. Alors, sujet sur l'extinction du cuivre, nous avons été auditionnés par la commission Champsor, je regarde Roland, qui était en bout de table ce jour-là, et nous avons essayé de proposer un modèle le plus simple possible, sachant que pour nous c'est clair, il faut éteindre le réseau cuivre. Pas de débat sur la finalité. La question, et d'ailleurs la mission Champsor, la question c'était plus comment, c'était pas trop de dire pourquoi, ni quoi ni qu'est, c'était plutôt comment, même si on sent bien que y a quelques tensions au sein de la commission. Donc nous, ce que nous avons proposé, la chose suivante, de dire, il y a un modèle qui a très très bien fonctionné, c'est le basculement de l'analogique au numérique dans le cadre de la TNT. Appliquons ce modèle et regardons si c'est possible de l'appliquer stricto sensu et au moins pour ces grands principes. Quels étaient les grands principes du basculement de l'analogique sur le numérique? D'abord une loi. Ça c'est assez simple puisque la ministre nous a expliqué récemment qu'elle lancerait une grande loi sur le numérique, personne ne sait ce qu'il y aura dedans, mais une grande loi sur le numérique, donc ça pourrait être tout à fait un volet de la loi. Assurons dans le cadre de la loi les grandes lignes du basculement du cuivre. Un calendrier. Et qui dit calendrier dit date butoir. Alors, fixer une date, tout le monde peut bien comprendre que fixer une date comme ça, arbitraire, c'est compliqué. Donc, le but du jeu, c'est d'éviter d'avoir à fixer cette date de manière arbitraire. Ensuite de ça, un basculement régional. Vous vous souvenez tous que nos régions basculaient les unes après les autres et ça n'a pas été uniforme sur l'ensemble du territoire. Donc en appliquant ça à notre problématique, nous sommes arrivés à la chose suivante,
c'est que c'était tout à fait possible, et mieux que possible, il suffisait d'appliquer ce qui existait déjà. C'est-à-dire qu'en prenant la régulation et la législation, on pouvait tout à fait modéliser un basculement du cuivre vers la fibre. Alors l'idée étant la suivante. Vous vous souvenez tous, vous savez tous qu'il y a 3 zones. Zone très dense, zone très dense, pas de débat, parce qu'il y a une concurrence par les infrastructures. Zone très rentable, les opérateurs déploient en parallèle, c'est donc s'ils déploient en parallèle, il y a du business, et s'il y a du business, il faut bien considérer, sans se tromper, on est tous d'accord à peu près sur l'horizon, c'est 2022. Je ne dis pas que 100% du territoire sera fibré en 2022, mais je voyais encore là sur la slide de Novea, on voyait bien qu'il y avait une cassure en 2022, on est tous d'accord pour dire que 2022 est un point d'équilibre, ou tout du moins un point de basculement, donc ZTD en 2022, pas de débat, il faut considérer que 100% des prises seront fibrées, donc on n'en parle pas. Ensuite de ça viennent les zones conventionnées. Donc zones conventionnées, il y a une magnifique convention qui a été rédigée par la mission THD avec les opérateurs, je regarde Ariel Turpin qui est en face de moi. Et dans cette convention, il est très clairement établi que les opérateurs en zone conventionnée doivent s'engager pour avoir déployé l'ensemble des PM d'ici 2020. Ensemble des PM d'ici 2020, règle de l'ARCEP, édictée par l'ARCEP, je vais y arriver, complétude du PM. La règle est très claire. À partir du moment où le PM est ouvert, sous 5 ans, la zone arrière doit être complète. Donc 2020 plus 5 ans, 2025, les zones dites conventionnées seront fibrées, donc on pourra assurer un basculement. Et enfin, les zones dites RIP, c'est là que c'est le plus complexe, c'est le plus compliqué. Néanmoins, on a fait le même exercice que Marie-Françoise et Gilles Quinquennel, c'est-à-dire qu'on a pris la totalité des SDAN publiés, existants, votés, a priori incontestable, et on a recensé les déploiements tels qu'ils sont décrits, donc phase par phase, afin de regarder ce que ça donnait. Et c'est assez intéressant. Et alors, je ne vais pas vous dévoiler, je vais faire exactement comme Marie-Françoise. Le 8. Le 8. Le matin, nous, hein. Tu nous excuseras, ça sera le matin. Et en substance, ça dit quoi? Ça dit que... Alors, à partir de 2025, de mémoire, on a grosso modo, alors en prenant les SDAN, hein, en prenant encore une fois les SDAN, on a 60%, alors ça dépend comment on regarde, ça dépend surtout comment on croit ce qui est écrit, entre 60 et 80% de couverture sur les départements, on n'invente rien. Et donc on pourra imaginer, et comme c'était le cas dans la TNT, un seuil, alors pour la TNT c'était 60%, à partir du moment où vous aviez 60% de couverture, on exigeait le basculement complet. Alors attention, hein, quand on dit basculement complet, c'est basculement des PM, bien d'accord, hein, c'est basculement des PM fibrés. Donc de par la complétude, PM fibré, obligation de basculer. Et à partir de là, de toute façon, par essence, plus vous avez de capillarité et plus vous vous rapprochez des prises les plus éloignées, et donc elles deviennent de facto moins chères. Donc on peut tout à fait imaginer qu'à partir du moment où on a modélisé ça sur son ensemble, on incite les fonds d'infrastructure ou tout type d'investisseurs purement financiers à engager pour le coup de l'argent afin d'assurer la complétude.